Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la peinture. Oui, de base je devais parler des mouvements artistiques dans la peinture, sauf qu'à l'écriture je me suis rendu compte que ça avait aucune logique que je commence par là, donc aujourd'hui ce sera l'histoire de la peinture. De son commencement, des mouvements artistiques à la fenêtre et de ses ambassadeurs. Il y a environ 4 millions d'années, nos ancêtres marchaient sur leurs deux pieds. Mais que faisaient-ils de leurs mains? Alors non, en fait on le sait, ils chassaient, ils faisaient des outils et bien d'autres trucs. Sauf qu'au niveau de l'art, on savait pas en fait. Donc commençons par le commencement. La peinture est apparue il y a 40 000 ans, dans la période du Paléolithique supérieur. C'est l'apparition de l'art pariétal et de l'art rupestre. L'art pariétal, c'est peindre sur les parois, et l'art rupestre, c'est la même chose, mais sur la roche. Si tu vois une peinture sur juste un petit caillou, ça c'est de l'art rupestre. On se comprend. Les plus vieilles esquisses trouvées à ce jour sont celles de la grotte El Castillo, une grotte qui se trouve en Cantabrie, en Espagne. Cette période correspond à l'arrivée des Homo sapiens dans la période aurignacienne. Aurignacienne, qu'est-ce que c'est? En rapport avec la grotte d'Aurignac et de son industrie lithique. Industrie lithique, qu'est-ce que c'est? C'est l'industrie de la pierre. Donc on sait qu'ils faisaient des outils, des bijoux, et ça c'est l'industrie de la pierre, donc l'industrie lithique. Ensuite, en plus connu, il y a la grotte de Chauvet en France, dont les peintures datent d'il y a à peu près 31 000 ans. Puis il y a la grotte de Bosquet, qui se trouve également en France, dont les peintures, elles, datent d'il y a 20 000 ans. En plus connu en Europe, il y a la grotte d'Altamira. Et pourquoi plus connue? Parce que ce sont des peintures qui sont très détaillées, datant d'il y a à peu près 18 500 ans. L'Homo sapiens a su mettre du relief là-dessus, et vous allez voir que comparé aux autres peintures, il y a du travail. Et puis bien sûr la plus connue, celle de France, la grotte de Lascaux, dont les peintures, elles, datent d'il y a 15 000 ans. Dans son interprétation, l'art pariétal est souvent lié au rite de la chasse, mais également à rendre hommage à la faune et à la flore. On sait que c'était des lieux sacrés car c'était des lieux difficiles d'accès et dans lesquels il n'y avait aucune trace domestique. Pas de trace de sel, pas de trace de peau de bête qui laisserait penser que les Homo sapiens dormaient dans ces grottes. Il n'y a pas non plus de traces de foyer de feu, ni d'ossements d'animaux qui auraient été mangés. Pour revenir sur les rites liés à la chasse, l'Homo sapiens peignait sur les murs pour favoriser leur chance de revenir avec du gibier. Peindre une bête sur les parois de la grotte était emprisonner, s'approprier l'esprit de l'animal. En face, ils se peignaient eux-mêmes en train de chasser l'animal pour pouvoir le tuer son esprit, et ainsi avoir plus de chances de le tuer physiquement. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir ces grottes, ou au moins de regarder des photos, mais vous voyez que les peintures sont souvent superposées entre elles. Pour l'Homo sapiens, dès qu'il avait réussi à obtenir le gibier qu'il voulait, il pouvait repasser sur la peinture qu'il avait faite avant pour pouvoir accomplir un nouveau rite. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a plusieurs styles qui composaient l'art pariétal. Le style abstrait et le style figuratif. Vous pouvez voir que sur les grottes de Lascaux, Bosquet, Chauvet et Altamira, les dessins ne sont pas abstraits, ils sont complètement figuratifs, on peut deviner les animaux, les hommes et les traces de mains. Alors que sur les peintures de la grotte El Castillo, c'est complètement abstrait, il n'y a que des points, des rectangles, des carrés. Au niveau de l'interprétation, ça peut pas donner grand chose. Mon nom Henri Benamou, Henri Stéphane Xavier Omba Benamou, deuxième du nom. Jab, nique sa mère, aussi des fois. Et c'est mon nom, c'est comme Modafak, non. Et du coup, c'est quoi l'art pour moi? L'art, ça fait cliché de dire ces phrases-là, mais genre c'est ma façon d'être aussi, c'est un comportement, c'est une manière de ressentir les choses et puis l'art, ça me permet aussi d'exprimer ce que je ressens, où il n'y a pas tout le temps des mots, où la société ne me permet pas forcément de laisser... C'est ma liberté en fait, c'est ma liberté.
En fait, je pense que personne te pousse parce que dans l'art, franchement, on te pousse pas. La plupart du temps, on te dit non, fais pas ça, c'est dangereux, c'est risqué. Mais tu fais des études et puis tu deviens avocat ou docteur. Donc on te pousse pas. Rien ne m'a poussé. C'est juste naturellement. J'ai commencé par la danse et naturellement, j'avais un corps qui réagissait à la musique. Et ça se faisait parce que ça se faisait. Je n'étais pas en train de réfléchir que je fais de l'art, qu'on peut gagner de l'argent avec, qu'on peut faire un travail avec. C'était juste quelque chose que j'aimais faire. Le dessin, un peu la même chose. Le street art, j'aimais poser dans la rue. Je trouvais que c'était une manière de s'exprimer, de s'identifier dans une société. Et de s'identifier, d'avoir une place, de se sentir exister, de se sentir existant. Ton nom est écrit quelque part, quelqu'un l'a lu, même si tu meurs, quelqu'un va le lire. Et c'est un petit peu cet aspect-là. Et la découpe par rapport à la précision, puisque naturellement dans mon caractère, je suis quelqu'un qui a un œil assez vif, assez précis. Donc j'ai un gros souci du détail. Alors, donc c'est une association de mots entre exposer et posséder. Donc à partir du moment où tu t'exposes toi-même, que tu n'as pas peur de qui tu es, que tu assumes qui tu es avec tes bons, tes mauvais côtés, avec tes bons et tes mauvais coups, c'est pas grave, c'est ça mon frère. Avec tes bons et tes mauvais côtés, donc du coup à partir du moment où tu assumes qui tu es avec tes bons et tes mauvais côtés, t'as pas peur de qui tu es, puisqu'on a souvent peur de soi-même. L'humain a plus peur de lui-même que des autres en fait, donc c'est un petit peu ça. Et t'as pas peur de ta propre lumière ou de ta propre part d'ombre. À partir de là, tu peux posséder les autres, tu peux te posséder toi-même. Donc vu que tu as un contrôle de toi-même, tu peux avoir un contrôle sur ceux qui t'entourent. Parce que tu as d'abord un contrôle de toi-même. Mais je le vois pas au sens simple de contrôle de soi-même. Ça veut dire que je suis énervé, je reste calme, ou ça veut dire que je suis triste mais je souris devant les gens. Donc non, je ne parle pas de ce type de contrôle là. Là c'est une lutte avec soi-même. C'est une lutte que voilà, si je dois m'énerver là, je dois prendre ta caméra, je l'explose. Je vais prendre ta caméra, je l'explose et je vais assumer les conséquences de ça, tu vois. Donc c'est un petit peu ça. Et peu importe les conséquences qu'il y aura derrière, que ça va être une bagarre ou ça va être que tu étais un grand donc tu vas me bloquer, peu importe. Et ça je l'assumerai mais ça ne me stoppera pas en fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur de cette exposition. Et aussi parce que ici j'ai pas encore vraiment démarré quelque chose au niveau du street art. Donc ça vient, le vrai street art c'est dans la rue, c'est pas dans les galeries, c'est pas dans les endroits officiels. Le vrai street art c'est dehors, c'est que tu poses dehors. Donc ici j'ai pas encore lancé ça. J'avais mes raisons pourquoi j'ai pas commencé à le faire dehors, parce que je voulais pas qu'après ce soit fait n'importe comment par les autres, parce que quand quelqu'un commence, ça suit. Et si c'est fait n'importe comment, on risque de l'interdire. Mieux d'abord on éduque, on informe, on sensibilise les artistes à le faire de manière intelligente et de passer leur message de manière intelligente, et peut-être ça va être accepté à un moment donné, et ce sera pas quelque chose qui sera interdit ou réprimé. Donc c'est pour ça que là je vais un petit peu commencer, je pense. Non, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, je veux le mettre dans cette galerie-là. Et ensuite, voir peut-être la proposer à d'autres personnes, puisque tous les regards méritent de voir, de voir de l'art, pas que mon art, pas que mon travail, mais même en général des artistes, des messages qui passent, positifs, tout ça. Quand on fait le street art, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de savoir dessiner. Tu n'es pas obligé d'être un monstre en dessin, c'était juste après, c'est déclencher sa créativité en fait. Alors il va trouver un système qui fait que ta créativité elle se déclenche et elle roule, et puis tu arrives à réagir. Parce que c'est un art de rue, en rue c'est de la réaction instantanée, c'est du freestyle. C'est-à-dire que là tu me dis ça, je te réponds ça, donc là je vois un truc, ok ça, je vois ça, boum, je déclenche. Et c'est juste même un processus de créativité. Après, donc franchement tout le monde est vraiment prédisposé. Il n'y a pas vraiment de prédisposition à avoir. D'abord essayer et après beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup d'humilité et accepter d'apprendre les autres. Les autres qui ne sont pas forcément dans ta catégorie et des fois même pas des mêmes niveaux. J'ai appris du faiblement en dessin. Des gens qui étaient moins bons que moi dans ce travail-là, mais dans leur manière de faire, ils ont appris. Voilà, il n'y a pas moyen. Mais du travail et de la patience. Tout ça prend forme un jour. Je
travaille au niveau de la peinture, oui, au niveau du custom aussi. Donc c'est beaucoup de custom, donc c'est des objets que je travaille. J'ai commencé d'abord par la danse, parce que moi je n'ai jamais cru que je serais dans le dessin, dans un atelier en train de dessiner, parce que dans la base la vie c'était la danse de rue. Donc du coup j'étais dans ça. J'étais ça, le métier c'était ça, j'ai gagné mon argent avec ça, et c'était ça que je vais faire dans ma vie, et je vais avoir une carrière de danseur. Maintenant, le fait de dessiner m'a un petit peu freiné au niveau. Ça m'a pas freiné, mais j'ai décidé de danser pour moi et moins chercher de l'argent avec et moins chercher à en vivre. Et du coup, bon, ben, j'ai le dessin que je pratique sérieusement. Après, j'ai d'autres arts que je pratique sérieusement, mais je le pratique par amusement sérieusement. C'est-à-dire, je veux bien le faire, donc je vais vraiment travailler pour arriver à le faire. Tu vois, par exemple, le beatboxing, j'aime ça, donc je vais vraiment essayer de travailler à le faire bien. Si je le fais, c'est bien ou pas. Là, dernièrement, la musique, je me mets à la percu, où on m'apprend un petit peu à la percu, donc je suis vraiment débutant, mais j'ai une bonne oreille, donc j'aime les rythmiques. Et donc, du coup voilà, j'ai les deux casquettes, un peu, les deux casquettes principales, et puis il y a quelques trucs, mais c'est du gribouillage, tu vois. C'est comme quand tu commences à dessiner, que tu gribouilles un peu, mais tu vas pas te dire je suis peintre. Non, je suis artiste, un humain c'est un humain, et je te respecte en tant qu'homme réellement, et je peux respecter ton travail et kiffer ton travail, je vois, gars, respect, meuf, ouais, respect. Mais c'est du travail. Il n'y a pas de secret en fait. Il y a du talent, oui, tu peux être admiratif par contre de quelqu'un d'autre artiste, et je suis admiratif de plein d'autres artistes, mais de là à idolâtrer, ça signifie ce que ça signifie. Je vous dis que j'aime la précision, hein, donc, idolâtrie, c'est que tu prends la personne, tu l'élèves au rang de surhumain, alors que ben il n'y a pas de secret, il y a d'abord le mindset, et ensuite il y a le travail, la persévérance, tout ce qui va derrière. Voilà. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui un petit truc, mais vraiment très efficace, quelque chose qui va beaucoup vous aider lorsque vous allez faire vos portraits pour avoir une bonne ressemblance entre le modèle et le tableau. Là, je vais vous montrer un truc très simple. On va prendre une plaque de plexiglas tout à fait ordinaire et puis un feutre, un marqueur, et je vais vous montrer comment on peut vérifier nos proportions, savoir si les yeux sont à la bonne place, si la bouche est à la bonne place, si le nez est à la bonne grandeur, si les proportions sont bonnes finalement avant de commencer à faire de la peinture. Voilà. Donc je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on peut faire ça de manière simple et efficace avec très peu de matériel. Nous avons besoin pour cela d'une feuille de plexiglas et d'un marqueur, un feutre ou un marqueur. La première étape consiste donc à décalquer la photo sur notre plexiglas, du moins les principales lignes. Donc, avec mon feutre, mon marqueur, je vais passer sur la ligne des yeux. Alors, il faut être bien en face parce que, ne serait-ce que l'épaisseur du plexiglas fait que, si je me mets là, on voit l'œil qui bouge. Hein. Donc, il faut être vraiment en face. Je me mets devant, je m'excuse, je me mets devant la caméra. Voilà, les yeux. Les narines. Simple chords. A, you know. Yeah, something like that. This way. You see, if you walking in the marketplace, down throw stones. Even if you do, you just might hit one of your own. Life is not about your policies all the